Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la liberté logicielle, cette super liberté logicielle qui nous permet encore d'un peu travailler avec nos ordinateurs. C'est une façon de voir l'informatique par nous, les geeks, d'un autre temps, d'un âge certain et également d'un certain âge. Nous allons vous parler aujourd'hui des logiciels libres et des logiciels open source. En fait, les deux philosophies sont comparables et peuvent s'associer. Le logiciel libre, défini par la Free Software Foundation, c'est principalement la liberté des utilisateurs. Il y a toujours eu les 4 libertés fondamentales: utiliser, étudier, modifier et redistribuer le logiciel en citant les sources initiales du logiciel et les sources de modification. Donc, c'est l'approche qui est éthique, philosophique. En premier lieu, on joue sur la liberté d'entreprendre, la liberté de diffusion. L'open source, provenant de l'OSI, l'Open Source Initiative, met l'accent sur les avantages pratiques et techniques, bien entendu, sur une collaboration, sur une qualité du code, sur l'innovation et sur la transparence du code. Donc un code open source, un code de programmation, sera ouvert et tout technicien, tout programmeur, tout codeur pourra aller regarder ce qu'il y a dans le code. C'est bien entendu une approche qui est orientée principalement au développement, mais c'est une approche qui permet également de voir ce qu'il se passe dans le code des logiciels et surtout de voir ce que certaines sociétés mettant les codes fermés peuvent réaliser, notamment en vous volant vos propres données. Donc à retenir que les deux peuvent fonctionner ensemble, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le mode du FLOSS, ce Free, Libre and Open Source Software. Ça englobe les deux notions. Mais les deux notions sont parfaitement compatibles l'une sans l'autre et l'une avec l'autre. Dans ce tableau ici, vous verrez que dans la pratique, je vais dire que la majorité des logiciels sont à la fois libres et open source. Il y a une philosophie, mais c'est principalement le discours qui se trouve autour de logiciels et surtout du discours qui se trouve lorsque l'on vous présente le logiciel. Vous pouvez avoir un logiciel qui respecte une éthique, mais qui soit parfaitement technique. Pour ce même logiciel, vous avez accès au code source. Vous pouvez le modifier et vous pouvez le redistribuer. Donc on se trouve à ce moment-là dans ce qu'on appelle le FLOST. Vous pouvez redistribuer, mais c'est en même temps une liberté et un modèle collaboratif. Vous pouvez avoir la liberté et avoir une méthode de développement qui vous permet d'arriver, bien entendu, à des logiciels parfaitement ouverts et parfaitement collaboratifs. Ce tableau-ci reprend vraiment bien la philosophie du libre et de l'open source. Ça vous montre vraiment toute l'initiative qu'il peut y avoir dans le monde de la programmation. Nous en arrivons maintenant à 2025. 2025, le chaos. Nous avons appelé cela le chaos Windows 10 car nous sommes tombés, malgré nous,
dans une atmosphère, je ne vais pas dire irrécupérable, mais dans une atmosphère nauséabonde, où on s'est moqué des gens et où se moque encore des gens. On se moque des utilisateurs. Firme, on ne va pas citer Microsoft, a arrêté officiellement le support de Windows 10 en octobre. Donc, l'OS ne devait plus recevoir de mise à jour de sécurité, correction de bugs, ni d'assistance officielle à partir de cette date fatidique du 14. C'est ce que nous avons appelé, nous, les geeks et beaucoup de programmeurs et de développeurs, l'obsolescence programmée d'un logiciel. Mais la société de Redmond a bien entendu donné et mis en place, enfin donné entre guillemets, et mis en place gratuitement, avec la condition de se loguer avec un compte Microsoft et voire d'utiliser également le OneDrive initialement, donc pour avoir vos données bien entendu. Et donc, ils vous ont rendu un service en vous offrant 1 an de mise à jour en plus. Mais ne pas oublier qu'après cette année, il y aura encore d'autres choses. Donc si on comprenait bien, à l'époque, au mois d'octobre 2025, on arrêtait purement et simplement le Windows 10, on vous obligeait à acheter une machine, donc point de vue du respect de la planète, quelques millions de machines à jeter au bac, mais bien entendu, on pouvait vous les racheter pour une bouchée de pain et en refaire autre chose. En effet, oui, bien joué. Donc il n'y avait plus de mise à jour de sécurité gratuite, donc vous risquiez des failles. Tout le monde a pris peur. Perte du support logiciel et matériel, tout le monde a pris peur, tout le monde a paniqué. Beaucoup plus de risques de cyberattaque. Pas de correctifs, les systèmes sont donc devenus vulnérables à de nouvelles menaces. Et là, c'est comme pendant la guerre. Nous avons eu une attaque sur notre bien. Nous avons eu une attaque sur ce que nous aimions bien. Nous aimons bien un système qui tournait, tant bien que mal, mais qui changeait régulièrement. Mais il tournait. Et nous étions relativement tranquilles. Donc la résistance, bien entendu, elle a commencé. La résistance a fait que nous avons eu une année en plus. Mais après cette année sabbatique, je vais l'appeler comme ça, nous aurons bien entendu une année fric, parce qu'il faudra payer. Donc, beaucoup d'ordinateurs sont devenus obsolètes et ne passent pas vers Windows 11. Certains, comme moi, je ne m'en cache pas, ont trouvé des astuces, ont trouvé des trucs pour pouvoir passer l'ordinateur à Windows 11. Dans mon cas bien précis, j'avais un processeur numéroté avec un G à la fin, donc ça voulait dire que la puce graphique était dedans, était incorporée au processeur directement. Eh bien, le processeur sans le G était reconnu pour passer sous Windows 11 et le processeur avec le G n'était pas reconnu. Chercher l'erreur, je ne saurais pas vous le dire. C'est un peu comme si on prend une voiture familiale qui passe le banc d'épreuve pour passer en Belgique et qu'une voiture break ne passe pas. Chercher l'erreur. Donc la réaction des utilisateurs suite au retrait du support, ça a été phénoménal. Il y a eu de la colère, de la frustration. Logique. Étant donné que Windows 10 fonctionnait très bien sur leur machine, ils ne voyaient pas très bien pourquoi ils devaient passer à Windows 11. Qui plus est, racheter une nouvelle machine. On est blasé face à Windows 11 parce que les exigences matérielles sont énormes. Sont énormes depuis qu'on y a inclus, bien entendu, l'intelligence artificielle. Mais peut-on parler réellement d'intelligence artificielle lorsque l'on sait que cette propre intelligence artificielle, suite à des prompts, peut réagir
et voir liquider, entre guillemets, je dis bien liquider, des données sur votre ordinateur, sans que vous ayez rien demandé. On se pose vraiment la question. Alors l'obsolescence. Donc là, c'est une programmation de l'obsolescence avec l'obsolescence programmée. C'est vrai qu'on a dit votre ordinateur n'est plus bon. Je vous prouverai dans les pages qui vont suivre qu'un ordinateur peut toujours être bon, qu'il peut toujours être même excellent. Et vous comprendrez le pourquoi. Donc la firme de Redmond a poussé vers le système Windows 11, et c'était gratuit bien entendu pour les PC compatibles. Vous n'étiez pas compatible, ben, track de plan, salut, tchuss, auf Wiedersehen. On a eu le programme ESU, Extended Security Updates, programme donc payant, qui permet de recevoir les mises à jour de sécurité additionnelles, pour une durée limitée bien entendu. Et alors, l'autre solution, c'est de changer d'OS. Donc certains ont envisagé Linux ou d'autres alternatives si Windows 11 n'était pas souhaité. Eh bien là, ça a été vraiment l'engrenage. L'engrenage s'est pris. L'engrenage s'est mis. L'engrenage s'est synchronisé. Et nous devons reconnaître, nous, les geeks, nous, des spécialistes en la matière, nous avons eu beaucoup de travail et nous en avons encore beaucoup pour le moment. Beaucoup de personnes passent sous Linux et passent sous les logiciels libres. Nous allons voir. Donc, en fait, le chaos qui s'est déroulé en 2025, en octobre 2025, ce n'est pas un bug, mais c'est un mélange de désaccords où les gens avaient des préoccupations vraiment pratiques parce que faut-il investir dans un nouvel ordinateur? Ne faut-il pas investir? Quelle va être ma sécurité? Est-ce qu'on va me voler de l'argent? Est-ce que je vais toujours pouvoir faire mes paiements? Et alors des réactions sociales, bien entendu. Mais avec quoi est-ce que je vais payer un nouvel ordinateur? J'ai 3 enfants qui sont aux études, ils sont à l'école, et on va m'obliger d'acheter un ordinateur sous Windows 11 parce qu'il ne saura pas se connecter sur le réseau de l'école, de l'université, tout simplement parce qu'il n'aura pas le Windows 11 et le Windows 10 sera devenu obsolète. Là, c'est vraiment un gros problème. Surtout que des utilisateurs étaient obligés de changer alors que leur matériel fonctionnait super bien. Et nous y arriverons tout à l'heure. Donc, il y a eu un débat. Un débat qui avait déjà fait couler pas mal d'encre, c'était sur l'obsolescence programmée de certaines machines, d'où la création de plus en plus de repair café, comme on les appelle, mais aussi maintenant un vrai débat sur la vie des logiciels, la sécurité et comment une entreprise doit gérer la transition d'un système d'exploitation largement utilisé. Prenons l'exemple d'une grosse société. Grosse société qui a, même pas, prenons un service public. Service public qui a 18 000 agents. Que va-t-il se passer? Eh bien simplement, on va changer les ordinateurs, on va mettre des nouveaux logiciels, et c'est le contribuable qui va payer. Il n'y a pas de problème là. Étant donné que ce sont des logiciels d'entreprise et que c'est l'État qui paye, l'État payera. Prenons une société sans employés, sans ordinateur à changer, sans logiciel à remettre. Début 2025, vous aviez un ordinateur portable. De bonne facture, je vais dire, mais un ordinateur portable qui fonctionnait bien en 17 pouces, avec un SSD de 512 Go, 16 GB de mémoire, vous pouviez le trouver dans les environs de 600 €. Le même portable, maintenant, au mois de février 2026, 1450 €. Et la réponse est toujours la même. Oui, mais monsieur, l'intelligence artificielle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi l'expression, mais et le foutage de gueule, on en est où?
Et ça, c'est une expression que je reprendrai toujours. Alors, plusieurs associations ont décidé, non, stop, on ne veut plus. On ne veut plus de Windows 11, et qu'est-ce qu'on fait? On va passer à Linux. Et beaucoup d'associations l'ont fait. Beaucoup en Belgique commencent à le faire. En France, ça devient quasi une habitude de passer. Ici, nous avons pris l'exemple de Linux Mint. Pourquoi? Parce que on peut fonctionner sous plusieurs OS, sous Linux. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de distributions. Mais nous avons choisi Linux Mint parce que c'est un peu la distribution qui ressemble à Windows, qui s'utilise presque comme Windows et qui vous permet d'effectuer votre travail, bien entendu, d'une façon continue, simple, même en installant vous-même vos logiciels. Donc, le problème revenait à dire, est-ce qu'on continue avec Windows 10 et tous les aléas des mises à jour, gratuites la première année, et puis après, on passe au bassinet, acheter un nouvel ordinateur avec Windows 11, et puis quoi? Dans 3 ans, quand il y aura Windows 12 ou Windows 2030, on change encore d'ordi? Passer en force sous Windows 11, mais il n'y a pas de garantie de réussite? Ou alors opter pour un autre OS? Mais nous avons pris en exemple 4 OS, pardon, excusez-moi. Nous avons pris Zorin OS, le Linux Mint, bien entendu, Ubuntu et MX Linux 25.1. Pour ne pas trop vous embrouiller, bien entendu, parce que des distributions, il y en a. Il y a des distributions qui sont faites vraiment pour les programmeurs, des distributions qui sont faites pour les hackers, des distributions pour les services techniques. Mais nous avons pris les distributions qui pourraient vous aller, qui pourraient vous servir, qui pourraient vous être très utiles. Alors, nous avons des alternatives, bien entendu. Si on vous propose d'installer un Linux, il faut avoir des alternatives en gestion. Ce qu'on appelle la gestion, ce n'est pas nécessairement une gestion budgétaire, une gestion d'argent. Non, c'est une gestion de vos travaux. C'est tout ce que vous devez faire. Donc, plutôt que d'opter pour un Office 365 qui, à l'heure actuelle, vous coûte, si j'ai bonne souvenance, 130 €, mais dans lequel, bien entendu, on a retiré le Microsoft Publisher, qui vous permettait de faire votre petite revue traditionnelle, et dans une des associations que je dirige, bien, on utilisait le Microsoft Publisher, mais on n'en a plus. Donc, il a fallu passer, et il a fallu trouver d'autres alternatives. Mais les alternatives ne sont pas compliquées. Ici, il y en a une que je n'ai pas citée, mais je vais la citer pour ne pas l'oublier, parce que, bon, la mémoire peut faire défaut. Je vais prendre Scribus. Scribus est un logiciel de publication assistée par ordinateur, PAO. C'est un équivalent de PageMaker ou, pour les personnes qui connaissaient, de l'ancien logiciel Ventura Publishing. Bien, j'ai remplacé Publisher par Scribus. Ma suite bureautique, 365, abandonnée totalement. J'utilise maintenant OnlyOffice, voire LibreOffice, où j'ai un logiciel document, équivalent de Word, tableau, équivalent de Excel, présentation, équivalent de PowerPoint, et j'ai Base, sous LibreOffice, équivalent de Access. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour créer mes textes. Avec mon Scribus, j'ai tout ce qu'il faut pour créer ma revue. GIMP, il remplace allègrement Photoshop, parce que je ne travaille pas, je ne retouche pas toutes les photos, mais pour ce que j'ai à en faire et pour ce que moi j'en fais, j'ai largement assez. J'utilise PTV pour le montage, la correction facile de vidéos, et notamment lorsque vous regardez nos vidéos, s'il y a des corrections dedans, c'est avec PTV. J'utilise Double Commander pour l'utilisation d'un gestionnaire de fichiers à la place du gestionnaire intégré, comme je le faisais sous Windows, et ça remplace mon Total Commander. Et bien entendu, pour les gens qui s'y connaissent et qui travaillent sous DOS, nous avions le Norton Commander NC.
Bon, entendu, j'utilise Gparted pour la gestion des disques, les partitions et autres. Attention, Gparted, outil très dangereux, outil système à manipuler avec grande précaution. Grisby, eh oui, Grisby, qui est compatible sur toutes les plateformes. Grisby pour la comptabilité. Donc, j'ai dit que tous les logiciels tournant sous Windows ont leur pendant sous Linux. Et dans la plupart du temps, on utilise ces accès web, car même sous Windows, tout se passe sur Internet. Lorsque vous avez accès à votre cloud, vous avez accès à votre OneDrive, eh bien, vous y accédez via le web. Vous y accédez en HTTPS. Donc, ici, la finalité, c'est de dire, et j'en reviens à une phrase de mon ami Philippe, mais pourquoi payez-vous encore vos logiciels alors que vous pouvez avoir tout gratuit? Pourquoi payer alors que vous avez du gratuit à votre disposition qui fait la même chose? Bien entendu, Linux là-dedans. Je pense que ça, c'est le point important. Je pense, nous pensons. D'abord, avant de choisir sa distribution, il faut se renseigner. Il ne faut pas aller trouver le premier venu qui se dit ingénieur en informatique et qui connaît tout, que pour finir, ben bon, voilà. En fait, il connaît tout ce qui est produit connu, mais un produit où il a un peu des difficultés, bof. Donc, pour notre part, nous avons des tutos libres, gratuits. Il suffit de les regarder, il suffit de prendre contact avec nous. Euh, Nous avons notre petite chaîne YouTube, sans grande envergure, et bien entendu, sans se prendre la tête et sans avoir de gros coups. Hein. On vous le dit directement, nous n'avons pas des encolures de 250. Hein. On est bien tranquille, nous sommes des personnes simples. Nous, ce qu'on veut, c'est informer, c'est tout. Vous devez bien entendu connaître la machine sur laquelle vous installerez Linux. Alors, soit vous réalisez vous-même si vous osez, et si vous vous en sentez capable de l'installer. Pour notre part, lors de nos réunions, eh bien, nous avons des personnes qui avaient déjà un peu vu de Linux et tout, et je pense ici notamment à une de nos membres, ben, elle s'amuse maintenant à installer des Linux pour pouvoir les tester sur des portables, et bon, elle peut tester comme ça, bon voilà. La première chose que vous pouvez faire, si vous avez un vieil ordinateur, ben, vous l'installez sur un vieil ordinateur, vous l'essayez, bon voilà, il suffit d'essayer le Linux. Ça va ou ça va pas, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. C'est un peu comme Windows, hein. C'est un peu comme quand vous passez sous Mac, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Alors comment faire réaliser aussi par des personnes qui connaissent la matière? Il y a beaucoup de solutions en fait. Vous avez les Linux Parties. Les Linux Parties, ça se passe beaucoup en France. En France, ils sont vraiment très loin dans tout ce qui est Linux. Ils ont vraiment des méga parties. Là, c'est abominable. Ils se retrouvent à 300, 400, 500 personnes et on travaille sur du Linux. Euh, c'est pas comparable avec la Belgique ici. Bon. Ici, en Belgique, il y a quelques clubs Linux. Et alors, il y a ce qu'on appelle les LUG, Linux User Group. Et nous travaillons comme un LUG. Donc, club informatique. Donc, l'installation dans Linux, elle est gratuite. Oui, 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 gratuite. Donc c'est un service que les LUC offrent aux participants. Bon, alors quand je dis gratuit, bien entendu, bon, je le prends en main, à votre bonne santé, un petit coup. Un petit café, ça fait pas de mal, ça fait toujours plaisir, hein. Voilà. Donc, ici, on ne va pas vous demander 75 € pour installer, hein. Faut pas exagérer. Prenez votre ordinateur, allez faire réinstaller votre Windows, vous allez voir combien ça va vous coûter, hein. Franchement. Bon, il y a des fois des sentiers qu'il ne faut pas trop déborder sur les côtés. Alors, oui, vous allez vous retrouver, comme ici, dans un nouvel espace de travail. Ben, oui, d'accord. Ce ne sera pas tout à fait la même chose. Ben non, vous aurez des couleurs différentes. Bon. Mais pourquoi est-ce que je parle de couleurs, moi, tout compte fait? Dans Windows, vous pouvez changer vos thèmes. On est bien d'accord là-dessus. Ah ben dans Linux, c'est la même chose. Hein. Linux, vous changez le thème, tout simplement.
Et vous voyez ici, à gauche, le thème de Windows, et à droite, le thème de Linux Mint. Ben, comme dirait l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence quand même, hein. Faut reconnaître quand même. Bon. Alors, les distributions. Eh bien, ici, on va voir les distributions les plus courantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un ordinateur plus ancien, et c'est là que vous allez sentir la petite différence et la petite subtilité. Un ordinateur plus ancien de 8-10 ans, 2 à 4 GB de RAM. On installe MX Linux, qui provient de la fondation Antix. C'est le plus léger des 4, très rapide sur des vieux, des anciens PC, basé principalement sur Debian est bien entendu très stable, idéal si ton PC est lent sous Windows. Tout ceci provient de l'intelligence artificielle. Nous, on connaissait, mais on s'est dit, autant un petit peu utiliser l'intelligence artificielle, qu'elle nous rende de temps en temps des petits services. Et sur un ordinateur plus lent, on peut utiliser aussi le Zorin OS Lite. C'est la version, ce qu'on appelle XFCE. C'est une version allégée, une interface proche de Windows. C'est un bon compromis. Maintenant, on reprend un ordinateur un peu plus standard, 5 à 8 ans. Ouais. On met un Linux Mint, facile pour débuter. Une interface, comme je vous le disais tout à l'heure, du type de Windows, stable, confortable. Là, c'est vraiment passer sous Linux sans prise de tête. Ultra facilement. Après, vous avez Ubuntu. Ubuntu, bien entendu, la fondation Ubuntu, c'est la plus populaire. Beaucoup de tutoriels, mais plus gourmand que Mint et beaucoup plus gourmand que MX Linux. Sur un ordinateur récent, 8 GB de RAM ou plus avec un SSD. Bon, vous allez voir après, là, on va quand même un petit peu rigoler aussi. Donc, on peut installer n'importe quel sans problème ici. Bon, si on veut un design moderne, on prend Zorin. On veut une stabilité classique, Linux. On veut la plus grande communauté, c'est Ubuntu. Et on veut performance et outils avancés, c'est MX Linux. Donc, le résumé rapide est que sur un très ancien, on met MX Linux. Mais moi, je vous dis, même sur un nouveau, je mets MX Linux. Sur un moyen, on prend du Mint. Sur un récent, c'est selon préférence, on peut mettre n'importe quoi. Et en remplacement de Windows, oui, là, je suis d'accord, Mint ou bien Zorin. Là, je suis 100% d'accord, car Mint est une très belle alternative qui peut se proposer en 3 versions, l'une lourde, l'une moyenne et l'une, je vais dire, très légère. Vous avez ce qu'on appelle en Mint la version Cinnamon, qui est la version la plus lourde, mais qui a vraiment beaucoup de choses dedans. Vous avez la version Maté, qui est une version intermédiaire, très bonne, même sur un ordinateur de 4 GB. Et alors, vous avez la version XFCE, qui est vraiment la version minimaliste, mais qui vous donne quand même énormément de puissance, qui vous permet de garder beaucoup de puissance. Donc là, ce sont les distros qui sont le plus souvent utilisés. Et maintenant, la surprise. Eh bien, la surprise, c'est mon ordinateur. J'ai un PC, une tour de 13 ans, avec 16 GB de RAM, un SSD de 512, un Intel Core i7. Attention, asseyez-vous, de la 6e génération. Je pense qu'on en est à la 13e maintenant. Donc ici, il me dit que j'ai un ordinateur très capable aujourd'hui grâce au SSD et à la RAM. Oui. Alors, pour moi, il me recommande Ubuntu. Ça fonctionne parfaitement. Interface moderne, un gros écosystème, excellent choix. Il me propose également Mint, très agréable, facile pour les débutants. C'est classique, fluide, excellent choix. Zorin, très joli visuellement, option pour ressembler le plus à Windows, matériel légère sans problème, très bon choix. Et, ça c'est mon choix depuis déjà un petit temps, MX Linux. Très léger, rapide, et ce que j'aime bien, marche aussi très bien sur ton PC. Je vais dire qu'il marche excellemment sur mon PC. Mais peut-être trop minimaliste pour une machine aussi puissante, sauf si tu veux maximiser la performance. Oui. Moi, ce que je cherche dans ma machine, c'est la performance, car j'utilise énormément ce qu'on appelle des VM, des virtual machines. Donc, sous mon Linux, je fais tourner un Windows complet, un Windows 10 complet, avec une suite bureautique Microsoft Office.
pas la 365. Je fais tourner sous ma machine du Linux Mint, Cinnamon, Mate, du Zorin, de l'Ubuntu, et je fais mes présentations grâce à mes machines virtuelles. C'est pour ça que j'ai besoin de ressources. Donc dans mon cas, j'ai une machine de 13 ans qui est un foudre de guerre, un véritable guépard. Ça fonce avec une vieille machine. Mais bien entendu, cette machine n'est pas compatible pour Windows 11. Parce que Microsoft a décidé que c'était trop vieux, que ça ne fonctionnait pas bien. C'est quand même bizarre que ici, je fais tourner un Linux MX 23.6 et je peux me permettre de faire tourner dans des boîtes virtuelles du Windows 10 et du Windows 11. Je pense que vous toutes et tous, vous aurez bien compris la manœuvre qui s'est passée dans le chaos d'octobre 2025. Ce n'est pas difficile à savoir, on le voit et ça se passe. Alors, en résumé, je vous dirais, venez consulter nos tutos, venez consulter nos petites vidéos. C'est fait vraiment dans la bonne humeur, c'est fait dans l'amitié, c'est sans se prendre la tête. Je remercie bien entendu, je vais même pas parler de mes adjoints, ce serait un peu forcé la dose là. Je remercie quand même tous ceux qui sont autour du Computer Club et qui maintenant nous donnent un sérieux coup de main dans toute cette grande aventure, principalement notre conseiller diffusion YouTube, mon ami Philippe. Bon, voilà. Le design, la création des emojis, ben, c'est Marcus. Nous avons Michel qui corrige. Michel qui est je vais dire la reine des modes d'emploi. Oui, c'est ça. Elle lit le mode d'emploi avant d'utiliser. Tandis que nous, on utilise et puis on demande à Michel. Eh bien, votre serviteur qui vous présente ici, ben, c'est moi, c'est Félix. Donc voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, on se prend vraiment pas la tête. Et bon, ben, je vous souhaite une bonne vue de cette petite vidéo. Enfin, petite vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a duré. Et bon, voilà. J'espère que un jour vous nous ferez des remarques et à bientôt. Ciao, ciao.